Bienvenue dans ce résumé. L'histoire de Playtime, le film qui a ruiné Jacques Tati, mais qui est devenu un chef-d'œuvre. Au début des années 1960, Jacques Tati est au sommet de sa carrière. En seulement 3 films, il est devenu l'un des maîtres incontestés du burlesque français. Chaplin avait Charlot, Tati avait Monsieur Hulot. Avec son imperméable, sa pipe, son pantalon trop court et sa démarche maladroite, Hulot incarne l'anti-héros lunaire, rêveur et désarticulé qui fait rire petit et grand. Tati est un perfectionniste, surnommé Tatillon par son équipe. Rien ne lui échappe, chaque geste, chaque décor, chaque bruit doit être minutieusement réglé. Mais cette obsession de la précision va finir par lui coûter cher. Car si son talent est immense, son exigence démesurée va transformer Playtime en l'une des aventures les plus folles et les plus désastreuses de l'histoire du cinéma français. L'ascension de Tati, de Jour de fête à Mon oncle. Tout commence après-guerre. En 1949, Jour de fête révèle Jacques Tati. Il y a un Carnefrançois, un facteur acrobatique qui sillonne son village à vélo. Peu de dialogue, mais des dégâts visuels irrésistibles. En 1953, les vacances de Monsieur Hulot donnent naissance au personnage qui deviendra son double à l'écran. Sur une plage, au milieu des vacanciers, ce grand échalas rêveur séduit le public français et international. En 1958, Tati signe son chef-d'œuvre comique Mon oncle, satire tendre et grinçante d'une société fascinée par la modernité et les gadgets. Le contraste entre l'oncle Hulot, maladroit et attachant, et la maison ultramoderne de ses proches amuse et interroge. Le film remporte l'Oscar du meilleur film étranger et consacre Tati comme un génie du burlesque. Hollywood le salue, la presse l'encense, De Gaulle lui-même le félicite. Tati est devenu une fierté nationale. Pourtant, derrière ce succès éclatant, il nourrit déjà un projet plus ambitieux encore. La folie Playtime, bâtir une ville pour un film. En 1964, Jacques Tati se lance dans la préparation de Playtime. Son idée est audacieuse, raconter une journée à Paris vue à travers les yeux d'un groupe de touristes américaines dans une ville moderne, uniformisée, où Monsieur Hulot se perd dans un dédale de bureaux, d'aéroports et de centres commerciaux. Mais Tati refuse de tourner dans des décors réels. À Orly, impossible de filmer sans bloquer le trafic aérien. Dans un supermarché, on perdrait trop d'argent. Dans une entreprise, on perturberait l'activité. Alors Tati imagine l'impensable, construire lui-même une ville entière. Avec l'appui du ministre André Malraux, il obtient un terrain de 15 000 m² à Joinville. Là, il bâtit Tativille, reproduction grandeur nature d'un quartier moderne, avec immeubles, ronds-points, aéroports et appartements. Ce chantier pharaonique mobilise des centaines d'ouvriers pendant des mois. Des façades de 15 mètres de haut, des immeubles montés sur roulettes, du plexiglas partout. Un décor unique au monde. Tati veut la plus belle ville possible, mais il en paie le prix. Les intempéries détruisent plusieurs fois les constructions. Le budget explose. Pour financer, il hypothèque sa maison, ses biens, tout ce qu'il possède. Un tournage interminable. Le tournage dure plus de 3 ans. Tati, fidèle à sa réputation, reprend chaque détail. Il répète inlassablement avec ses figurants, règle le moindre mouvement. Obsédé par le son, il enregistre tout séparément, chaque voiture, chaque bruit de pas, chaque porte. 1 an de travail est consacré uniquement au mixage. Pour les rôles principaux, Tati refuse les vedettes. Il choisit des inconnus, parfois croisés dans des cafés ou des stades. Ainsi, Barbara Denneck, jeune secrétaire allemande, devient l'un des visages du film sans n'avoir jamais joué auparavant. Dans Playtime, Monsieur Hulot n'est plus le héros central. Tati le dissout dans la foule. La véritable star, c'est le décor, filmé en 70 mm avec des plans d'une richesse incroyable où plusieurs scènes se jouent simultanément. Le spectateur doit choisir où poser son regard. Tati veut que chacun fasse son propre film. Mais ce génie visuel a un coût. Le budget devient colossal, rivalisant avec celui de La Grande Vadrouille sorti à la même époque. Sauf que cette dernière attire 17 millions de spectateurs, alors que Playtime s'annonce bien plus difficile d'accès. L'avant-première, le choc. Le 17 décembre 1967, Playtime est projeté en avant-première au cinéma L'Empire à Paris. 8 ans s'étaient passés depuis Mon oncle, le public attend beaucoup, mais la déception est immense.
Beaucoup trouvent le film trop long, trop lent, sans véritable intrigue. Hulot, leur héros préféré, a presque disparu. Et puis, un entracte au milieu d'un film comique, quelle drôle d'idée! Le lendemain, Tati reçoit une lettre de François Truffaut. Le cinéaste reconnaît la singularité du film, qu'il qualifie d'œuvre venue d'une autre planète. Mais la critique est divisée. Certains y voient un chef-d'œuvre visionnaire, d'autres une œuvre prétentieuse et ennuyeuse. L'échec et la ruine. Au box-office, c'est un désastre. Là où ses précédents films attiraient des millions de spectateurs, Playtime plafonne à 1,2 million d'entrées. Insuffisant pour couvrir des années de dépenses pharaoniques. Les dettes s'accumulent, les films de Tati sont saisis, sa maison hypothéquée. Épuisé, le cinéaste se résout à tourner Trafic 1971, avec un budget réduit et des décoques naturelles. Mais le public ne suit plus. Ce sera la dernière apparition de Monsieur Hulot. Plus tard, Tati retrouve le spectacle vivant avec Parade, produit par la télévision suédoise. Mais il ne parviendra jamais à retrouver son éclat d'antan. L'échec de Playtime a brisé son élan, entamé sa confiance et ruiné sa carrière. La réhabilitation d'un chef-d'œuvre. Pourtant, le temps donnera raison à Tati. Dès les années 1970, certains critiques comme Marguerite Duras ou Philippe Labro soulignent le génie de Playtime. En 1977, Tati reçoit un César pour l'ensemble de son œuvre. Mais il meurt en 1982, ruiné et amer, sans avoir achevé son dernier projet. Dans les décennies suivantes, Playtime est redécouvert, restauré, projeté à Cannes, salué par des cinéastes comme David Lynch, Francis Ford Coppola ou Wes Anderson. Il est désormais considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Visionnaire, Tati y dénonçait déjà l'uniformisation des villes, la mondialisation, la perte d'individualité dans un monde standardisé. Plus qu'un film, Playtime est une expérience, une école du regard qui apprend à trouver du comique et de la poésie dans les gestes du quotidien. Conclusion. Et voilà, l'histoire de Playtime, ce film qui a englouti la fortune de Jacques Tati, brisé son élan, mais qui a fini par entrer dans la légende. Ce récit n'est pas seulement celui d'un cinéaste perfectionniste, c'est aussi celui d'un homme qui a choisi l'art avant tout, au risque de tout perdre. En construisant sa propre ville, en filmant chaque geste, chaque bruit, chaque reflet, Tati n'a pas seulement tourné un film, il a inventé une expérience, une école du regard. Le public de 1967 n'était pas prêt, mais aujourd'hui, Playtime s'impose comme l'un des chefs-d'œuvre absolus du 7e art. Et si cette histoire nous enseigne quelque chose, c'est peut-être que les vrais visionnaires ne sont pas toujours compris sur le moment, que l'art demande du temps pour être reconnu, et que parfois, derrière un échec cuisant, se cache une victoire éternelle. Alors souvenez-vous, Jacques Tati a perdu sa carrière pour gagner l'histoire, et son Playtime reste plus que jamais un monument de cinéma.